sacré travail. Écoutez une coopérative en mouvement. Il est ingénieur en informatique et formateur et chanteur. En même temps, codeur, développeur, auteur, compositeur, interprète, nous rencontrons donc un poète quand il range ses consoles et un télématicien quand il range sa guitare. C'est Monsieur Roby ou Monsieur Robillard selon la casquette, selon le projet, selon la patate. Quand il voyage et fait des concerts à domicile dans toute la France, c'est monsieurroby.com. Et quand il revient, il conçoit des services publics numériques, des programmes pour améliorer nos institutions. Il a aussi de forts engagements sociopolitiques et s'y consacre régulièrement. Entre les do-ré-mi et les langages binaires, Christophe Robillard a accepté de suspendre un moment ses développements et ses partitions pour être l'invité de Sacré Travail. Bienvenue en studio. Christophe Robillard, bonjour. Bonjour Nico. D'abord, pour foncer sur ce qui donne du sens à tout, c'est quoi la loi des deux pieds ? L'idée, c'est de suivre ses deux pieds. Donc, écouter ses envies, faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Quand moi, je me présente comme bipodocrate junior, c'est essayer de créer les conditions pour faire vraiment ce qu'on aime. Voilà. Et uniquement ce qu'on aime. Après, la loi des deux pieds, réellement, c'est quelque chose qui vient de ce qu'on appelle un forum ouvert. C'est un groupe de personnes qui peuvent avoir des intérêts communs. Les gens vont dire des sessions qu'ils ont envie de présenter. Et tu vas aller à une session et tu peux très bien, à un moment donné, suivre tes deux pieds. Si à un moment donné, tu as l'impression que tu es à un endroit où tu ne contribues pas, où tu n'apprends pas, eh ben, tu peux très bien te barrer et aller à une autre session. C'est bien vu. C'est pas mal poli de le faire, au contraire. Ça permet que les gens qui sont à la session sont les bonnes personnes. Voilà. La règle des deux pieds, si je la comprends bien, c'est au moment où on se sent inutile à cet endroit-là, on suit ces deux pieds jusqu'à l'endroit où on est productif, où on peut ajouter quelque chose. Ouais, utile, productif, c'est pas forcément des termes que j'utiliserais, mais en tout cas, un endroit où tu es bien, où tu as l'impression que tu contribues, où tu t'apprends des choses, où tu te sens bien, quoi. Et si t'as pas envie d'être là, bah, tu te barres. Et c'est pas parce que la personne qui anime la session est pas intéressante, c'est juste qu'à ce moment-là, c'est pas ta préoccupation première. C'est intéressant ce que vous dites sur les termes, parce que la terminologie, les mots ont une importance. Je disais productif, je disais être utile. Oui, c'est pas vraiment ça. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de ce que vous faites dans tous les domaines. On parle de musique, on parle d'informatique, mais quand j'ai découvert le fil de votre carrière, c'est à quel moment est-ce que vous décidez, bon, là, je vais m'y mettre plutôt sur ci, et là, je vais m'y mettre plutôt sur ça. Pour moi, ça, c'est un mystère. Alors, quand j'étais au lycée, je faisais déjà de la musique. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez prudent, donc je ne me voyais pas tout miser uniquement sur la musique. Bon, et puis il se trouve que l'informatique me plaisait aussi. Et puis quand j'ai commencé à bosser vraiment, je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là ? On bosse toute la semaine, le week-end on est crevé, donc on dort. Et quand est-ce que j'ai du temps pour moi dans cette histoire-là ? Donc ça me convenait pas. Donc assez rapidement, plutôt que de demander une augmentation de salaire, je demandais un jour en moins de travail, avec maintien de salaire. Récupérer du temps. Voilà, récupérer du temps. Donc, je me suis mis rapidement au 4/5e. Je travaillais 4 jours par semaine. Et là, en travaillant 4 jours par semaine, j'étais encore plus frustré parce que un jour par semaine, ça me permet d'entrevoir ce que je pourrais vraiment faire si j'avais vraiment du temps. Donc, ensuite, j'ai baissé à 3/5e, puis à mi-temps. Puis ensuite, c'est assez compliqué de descendre en dessous du mi-temps quand on est salarié. Et il se trouve que j'avais fait un stage de jazz d'une semaine. On joue de matin au soir. Et je me suis dit, mais attends, là, pendant 7 jours, tu as joué comme un taré. Voilà, en fait, faut peut-être se poser des questions. C'était le pied. Et voilà. Et donc, je suis allé, en rentrant de ce stage, je suis allé au FONGECIF à Paris. Donc, c'est pour financer éventuellement une formation, une reconversion professionnelle. En me disant, devenir vraiment musicien professionnel. C'était ça. L'idée à la base. Et ce que m'a dit le gars, donc c'était déjà Sarkozy à l'époque, il me fait, bon, c'est pas du tout, ça se fait pas comme ça, c'est sur dossier, et généralement, c'est plutôt ceux qui n'ont pas fait énormément d'études, qui vont avoir le droit au FONGECIF, et qui vont dans une filière porteuse. Donc,
la musique n'étant pas forcément considérée comme une filière porteuse. Je fais bon, ok, faut que je trouve une autre solution. Et donc, l'idée était de me mettre à mon compte, en fait, avec l'objectif de gagner plus pour travailler moins. En moyenne, à cette époque-là, je bossais, donc mon activité informatique, c'était 7-8 jours par mois à peu près. C'était à peu près ça. Et ça suffisait pour mettre à l'équilibre tout le bateau? Oui, mais parce que j'ai vraiment de la chance d'être d'avoir un métier où ça gagne bien, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas une chance. Vous avez bossé incroyablement. Le niveau universitaire que vous avez atteint, c'est IBM, plus. Non, c'est pas du tout lié. Je pense que le salaire, il est pas du tout lié à une compétence. Il est aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, c'est lié au marché, en fait, voilà, et pas à ton utilité dans la vie, quoi. Je veux dire. Moi, quand je suis passé de 5 jours à 3 jours, ça met pas en péril la société, quoi, hein, très franchement. Donc, je me suis mis freelance. Donc, l'objectif de gagner plus pour travailler moins. Donc, ça me permettait d'avoir plus de temps pour faire de la musique. Enfin, pas uniquement pour faire de la musique, pour avoir du temps libre. Voilà. J'estime que on se définit pas uniquement par son boulot, quoi. La vie, ça peut pas être que produire. La vie, ça veut dire apprendre, partager, créer. Ça peut être rien faire, rien foutre, c'est bien aussi. Être citoyen, ça prend du temps. S'informer, ça prend du temps. Et si on fait que bosser, on n'a plus l'énergie pour ça, quoi. Donc voilà. Donc je fais ce choix de me mettre à mon compte vraiment pour avoir plus de temps pour moi. Je fais un peu plus de musique. Je fais du militantisme aussi, politique. Et à un moment donné, j'ai une grosse baisse de motivation. Je fais une date au Sentier des Halles, donc c'est une petite salle sur Paris, mais qui a un petit nom. Donc je suis content de faire le Sentier des Halles. Je vais essayer de faire venir des professionnels. J'ai des spectateurs qui viennent, je remplis la salle les 2 soirs, mais j'ai pas un professionnel qui se déplace. Et donc là, ça me gonfle. C'est-à-dire que tout à coup, on réalise qu'on va pas faire Bercy une fois tous les 2 ans et qu'il va falloir revoir un peu éventuellement son audience à la baisse. Ouais, alors sans faire Bercy tous les 2 ans, c'est pas ça, mais c'est surtout le côté où moi, ça me gonflait de faire le commercial. C'est pas mon métier. En plus, quand c'est un truc artistique, c'est compliqué de faire la différence entre ton spectacle et puis toi-même, donc c'est beaucoup plus compliqué d'entendre dire un non que dans l'informatique où il y a quand même un peu plus de distance. Je voulais pas continuer à fonctionner comme ça, et puis je voulais dépenser de l'énergie plutôt en répétant, en créant que en jouant, plutôt qu'à faire ce boulot-là où j'étais pas en plus la bonne personne pour le faire, quoi. Donc je voulais avoir un entourage professionnel pour ça. Je n'y arrive pas, je fais mes 2 dates mais je n'y arrive pas. Là, mon boulot d'informaticien, à l'époque, c'était un boulot clairement alimentaire, tel que je le présente. Voilà, c'est ce qui me permettait de financer le reste. Et là, le boulot alimentaire, il est beaucoup moins supportable s'il n'y a pas le moteur à côté. Et c'est là que vous avez rajouté du sens dans vos projets informatiques aussi ? C'est ça. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, sur le plan de la musique, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance ? Je vois 2 problèmes. C'est que, d'une part, je n'ai pas le réseau. Je connais pas de producteur, je connais pas de tourneur, je connais pas d'attaché de presse, etc. Premièrement. Et deuxièmement, je vais pas trouver un tourneur comme ça en claquant des doigts, donc c'est encore moi qui va faire ce boulot-là, mais au moins essayer d'avoir un outil un peu plus adapté qu'une feuille Excel, quoi, pour faire ma prospection. Et donc, je me dis, voilà, il se trouve que mon activité rémunérée, en tout cas, c'est celle de développer des logiciels. Je vais essayer d'en développer un. Et puis, si je le fais, ça pourra peut-être aider d'autres artistes autoproduits. Dans l'objectif de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un commun. Alors, un bien commun. À l'époque, c'était pas pour faire un commun. À l'époque, c'était très clairement pour que ce soit ma source de revenus. Il y avait effectivement l'idée de commun dans le sens de mettre des contacts, donc de salles, etc., en commun, que les différents artistes mettent en commun les différents contacts. C'est vrai, mais dans ma tête à l'époque, c'était vraiment, je le voyais comme une future source de revenus pour moi. Donc j'arrête ma mission dans la banque, sauf que moi j'étais freelance, donc j'avais pas le droit au chômage. Et je commence à développer un tout petit peu mon outil, là, mon Merci Edgar, donc l'outil d'aide à la prospection pour artistes autoproduits. Et donc je présente un premier truc, une toute première version de Merci Edgar. Et il se trouve que mon stand, ça répond vraiment à besoin. Le stand ne désemplit pas, il y a plein d'artistes qui viennent. Donc voilà, ça colle vraiment. Les gens peuvent s'inscrire gratuitement sur l'outil. Et puis je m'étais laissé 6 mois pour qu'ensuite vraiment les gens commencent à payer, etc. Et là, en fait, plus la date approchait, comme à mon avis les gens devaient sortir leur carte bleue,
plus j'avais la trouille de devenir prisonnier de mon produit, en fait. Et donc, ne faire plus que ça et de ne pas avoir de temps libre. Et moi, je voulais toujours avoir du temps libre, en fait. Donc non, je ne veux pas que ça soit une source de revenus. Je crée une association et les gens adhèrent, mais c'est vraiment symbolique. Enfin, c'est 20 € ou 50 € à l'année pour uniquement couvrir les frais d'hébergement. Et le code que j'ai écrit, je le libère. Donc, il est en open source, ce qui peut éventuellement permettre à des étudiants de l'améliorer, d'apprendre, de faire améliorer l'outil, etc., etc. C'était une formidable expérience. J'ai appris plein de choses, même sur le plan informatique. Et donc, de fait, à un moment donné, quand j'ai arrêté de travailler pour le client d'une banque, pour faire Merci Edgar, je vivais sur mes économies. Mmh. Et à un moment donné, il n'y en avait plus. Si en plus Merci Edgar, je voulais plus que ça soit une source de revenus, donc il a fallu retourner bosser. Donc, je suis retourné bosser pour ce client-là d'une banque. Et là, pour le coup, c'était compliqué. Là, c'était vraiment compliqué dans le sens où, sur Merci Edgar, je faisais vraiment quelque chose où je voyais l'utilité, ça avait du sens, et refaire quelque chose qui n'avait pas de sens. Vous retourniez vers les contraintes et tout à coup, vous retrouviez le carcan que vous aviez décidé d'exploser. Voilà, et c'est ça. Et donc, je me dis, jusqu'à maintenant, je suis toujours parti du postulat que je ne pouvais pas à la fois avoir un métier à temps partiel, bien payé et en plus intéressant. Mais j'ai jamais cherché. Si ça se trouve, ça peut exister, un métier à temps partiel, bien payé et en plus intéressant. Et donc, il se trouve que sur Twitter, il y a un tweet qui dit « Cherche développeur freelance pour start-up d'État ». Et donc là, le truc m'intrigue, start-up d'État. Je fais « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en même temps, la personne qui retweetait, c'était une personne qui m'avait aidé sur le développement de Merci Edgar. Donc c'était quelqu'un que je savais qui était plutôt quelqu'un qui ne retweetait pas n'importe quoi. La personne elle-même qui était auteur du tweet, je regarde, ça avait l'air d'une référence dans le monde de l'agilité. Donc je fais ça m'intrigue, quoi. Donc, et en même temps, moi j'étais engagé dans la banque là, pendant 6 mois encore, donc je n'étais pas dispo, mais je réponds quand même en disant faut être dispo à partir de quand ? Et il répond dans 2 semaines, mais on n'est pas 1 semaine près. Donc moi j'étais clairement pas dispo, mais que je réponds pas et il me relance et je lui dis je peux pas, voilà, je suis engagé pendant 6 mois encore, mais voilà, si jamais tu as un truc dans ton escarcelle plus tard, pourquoi pas, parce que je cherche plutôt une mission qui a du sens, en mode agile, etc., etc. C'est important quand même le terme en mode agile. Est-ce que vous pourriez faire une parenthèse d'explication sur ce terme précis ? Ouais, sachant que maintenant, ce mot, en le prononçant, j'ai hésité parce que c'est un mot qui a été vachement vidé de sa substance. Parce que maintenant, les grosses boîtes l'utilisent aussi. Mais globalement, il y a une idée, quand on travaille dans une équipe agile, c'est une équipe qui va être autonome, où il va pas y avoir un cahier des charges de 20 pages avec un plan bien défini. Non, là, au contraire, on va livrer très rapidement. Il n'y a pas une nouvelle version tous les 6 mois ou tout 1 an. Non, c'est toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, on livre quelque chose. Comme ça, on a un retour très rapide de l'utilisateur pour améliorer l'outil, en fait. Et c'est des petites équipes. Il y a cette idée quand même d'autogestion. Et donc, il n'y a pas cette hiérarchie qu'on peut avoir. Et donc là, il y avait une petite équipe très agile qui allait s'occuper de start-up d'État. Il se trouve qu'au sein de l'État, c'est un service du Premier ministre, il se trouve qu'il y a une petite bulle avec des équipes autonomes, autogérées, voilà, enfin autogérées, il y a un peu d'autogestion. Où l'idée de Betagouv, c'est il y a un agent de l'administration qui est indigné parce qu'il y a un service qui est mal rendu aux citoyens. Donc par exemple, ça va être un intendant d'un collège ou d'un lycée qui en a ras-le-bol parce que chaque année, il y a les inscriptions. Chaque année, on demande aux parents de remplir des dossiers d'inscription, donc des informations qui sont les mêmes que l'année précédente. Donc ça fait du boulot et pour les parents et pour l'administration. Et l'agent de l'administration se dit, il y a peut-être moyen, par le levier numérique, de faire gagner du temps un peu à tout le monde. Et donc cet agent d'administration, qui a une idée mais qui n'a pas d'expérience pour piloter un projet numérique, va faire appel à Betagouv. Betagouv va créer une équipe avec cette personne indignée qui va être la personne qui va incarner le service numérique, un coach pour l'aider à créer son produit, et au départ, un développeur ou 2 développeurs. Et on a 6 mois pour que le service existe, pour transformer l'idée en service et pour avoir les premiers usagers satisfaits. Là, l'idée, c'est que ce n'est pas le N+1, le chef, le surchef, le sursurchef qui va décider comment doit évoluer le produit. L'objectif, ce n'est pas de satisfaire ses chefs, c'est satisfaire les premiers usagers, c'est trouver les premiers usagers satisfaits. Et donc, voilà, donc, moi, là, je rencontre donc, des gens de Betagouv. Là, pour le coup, ça m'a permis d'avoir et
et travailler à temps partiel, et un boulot pour le coup là qui avait du sens, qui était intéressant, et puis correctement payé, quoi. Mais à vous écouter, 100% de vos décisions professionnelles, vous les avez prises pour des raisons totalement privées, totalement intimes. Il y a quand même une grande confusion. Confusion n'est peut-être pas le mot, mais un mélange de flou artistique entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, sans arrêt. Oui, je me vois mal faire une seule activité. Et pour moi, j'ai différentes activités. Il se trouve qu'il y a des activités qui sont rémunérées. Il en faut moi quelques-unes qui sont rémunérées. D'autres qui peuvent l'être ou qui ne le sont pas, ou qui le sont, mais c'est pas sur là-dessus que je compte pour payer le loyer et la bouffe. Mais je refuse que ma vie soit uniquement basée sur une activité rémunérée. J'ai l'impression quand même, quand je pose la question autour de moi, c'est assez rare réellement qu'on s'épanouisse au travail. Moi, j'y crois pas en fait à ça. Je pense que c'est un discours, mais le côté, voilà, en tout cas, ça peut pas être la seule source d'épanouissement. Et bien souvent, c'est quand même, on bosse si on veut manger, si on veut avoir un toit, voilà. Mais je rêve, vous mélangez sans arrêt les boulots. C'est-à-dire, quand vous vous déplacez vers un concert, vous êtes en train de coder sur le chemin ou... Non. Ah non, mais non, je bosse. Mais non, parce que là, en ce moment, je fais pas de musique, parce que vu la condition sanitaire, et je bosse que 3 jours par semaine. D'accord. En fait, la question, c'est, voilà, l'activité principale qui rémunère, je travaille 3 jours par semaine. Et la première liberté, c'est d'avoir du temps. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement. Je crois qu'au bout d'1 an ou 2, je me suis mis à temps partiel, à 4 jours par semaine, puis à mi-temps, etc. Et puis finalement, là, depuis 2 ans, je me suis remis avec développeur parce que j'avais la velléité de pouvoir travailler à distance. Et le fait d'être développeur informatique, ça permet de travailler à distance. Enfin, c'est beaucoup plus facile pour trouver des boulots où on peut travailler de n'importe où, et des employeurs qui acceptent qu'on travaille de n'importe où. Et ça, pour moi, c'est une deuxième liberté. Il y a la liberté d'avoir du temps, et la deuxième liberté, c'est de pouvoir travailler où on le souhaite, quoi. Ce qui est pas rien, ce qui est quand même pas rien. Ben voilà, je voulais juste terminer sur ceci précisément, cette question-là. C'est, on se connaissait pas, on se croise juste dans un café ou à un comptoir quand ce sera de nouveau possible. Je vous demande, c'est quoi votre métier ? En cours, c'est quoi votre réponse ? Je réponds, l'activité qui me rémunère, c'est concevoir des services publics numériques. Voilà. Et à quel moment est-ce que Smart est intervenu dans ce parcours-là ? En fait, donc, j'ai dû me mettre à mon compte il y a 10-11 ans. Activité de freelance classique. J'avais pas beaucoup de compta à faire, puisque généralement, j'avais souvent un seul client. Mais bon, comme c'est le truc un peu rébarbatif, généralement, je le faisais une fois par an, quand il fallait rendre les comptes au comptable ou à l'association de gestion agréée. Et donc, c'était une grosse source de stress à chaque fois. Et chaque année, je me disais, cette fois-ci, maintenant, je vais être sérieux, je le ferai au moins une fois par mois. Je le faisais jamais. Et puis, donc ça, je me suis dit, il me faut un cadre un petit peu plus strict. C'est la première chose. Et en plus, il y avait aussi une certaine contradiction dans le sens, je sais pas, aller manifester contre les réformes des retraites, aller manifester contre la loi travail d'El Khomri, par exemple, à l'époque, alors que j'étais freelance. Il y avait quand même quelque chose où je trouvais que c'était... et donc, ça me plaisait bien d'être salarié, quoi, d'avoir un statut salarié. Voilà. Donc, une coopérative, c'était important. Ouais, clairement. Que ce soit une coopérative. Ouais, clairement, très très clairement. Que ce soit une coopérative. Et puis il y avait un autre truc moi, qui me plaisait bien chez Smart en plus, c'était le fait qu'il y ait de l'avance de trésorerie. C'est-à-dire que si le client ne paye pas tout de suite, c'est pas grave, on sait qu'on aura quand même l'argent qui va tomber. Le salaire est garanti, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et dernière chose en plus, je l'ai jamais testé, donc je sais pas si ça va vraiment se passer, c'est que mine de rien, je cotise au chômage aussi. À un moment donné, j'ai conçu Merci Edgar. Comme j'étais à mon compte, j'ai vécu sur mes économies pendant 1 an. Mais voilà, je n'avais pas le droit au chômage. Là, il se trouve quand même que, normalement, j'ai le droit au chômage si à un moment donné, j'arrête mon activité, quoi.
Excellent. Merci beaucoup Christophe Robillard. Je voudrais juste rappeler les 3 adresses où on peut retrouver en tout cas le fil à tirer pour débobiner toute la laine de votre musique et toute la laine de vos outils informatiques que vous avez créés. C'est christophe.robbyweb.net, donc Christophe comme le prénom, .robiweb.net, ou bien monsieurrobbie.com, Robbie, R-O-B-I, monsieurrobbie.com, ou encore sur SoundCloud, Robbie & Co, en toutes lettres, R-O-B-I-A-N-D-C-O. Et je vous remercie infiniment de nous avoir raconté votre vision de votre métier, de vos métiers, de vos tellement nombreux métiers. Merci Christophe. Merci beaucoup Nico.